Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans la peau de Philippe Meyer, consultant en aéronautique. Pour commencer, expliquez-moi ce qu'est votre activité de conseil et pour qui. Alors c'est très varié, principalement les aéroports, mais également parfois les compagnies aériennes ou d'autres acteurs aéronautiques qui ont besoin, notamment dans le carburant d'aviation durable. Ouais. Donc c'est extrêmement varié. C'est un domaine qui par définition est très varié et donc le conseil est aussi varié. D'ailleurs, vous avez une chaîne sur YouTube qui parle un petit peu de toutes ces nouvelles technologies, des nouveaux enjeux forcément aussi écologiques et économiques. Rappelez-nous le nom de la chaîne. Oui, c'est Première Classe TV, 1CTV. Cette chaîne, en fait, elle est née par le fait que je me rendais compte que les gens ont des a priori sur le domaine aéronautique et surtout ne connaissent pas toutes les formidables avancées technologiques qui sont en cours actuellement. Là aussi, très très variées, que ce soit en termes de propulsion, de design, on est en train de révolutionner le transport aérien. Et puis, finalement, le grand public, il ne s'en rend pas forcément compte, il a des a priori. Donc voilà, l'idée est venue d'informer et puis de montrer ce qui se passe, parce que ça bouge. Les avions hybrides, parlons-en. Oui. Pensez-vous qu'une compagnie de type low cost pourrait bientôt acheter ces avions, et si oui, quand ? Alors c'est toute la question en fait. L'hybride, d'abord, ça va être le mode de propulsion avant de venir à tout l'électrique ou tout l'hydrogène. Et ça, on ne le sait pas encore. Les constructeurs eux-mêmes ne le savent pas encore. Ah, vous voulez dire que là, on n'est pas certain que c'est la transition va passer par l'hybride. En fait, on ne sait pas par quoi va passer la transition va se faire d'abord par l'hybride parce que ça permet justement de garder du thermique. Ok. Et aujourd'hui, on le voit, tous ceux qui avaient promis de l'électrique ou de l'hydrogène un peu trop rapidement, eh bien, les projets ils sont en train d'être transformés et ils deviennent hybrides. Parce que si on veut arriver dans un délai qui est assez raisonnable, avec des propulsions nouvelles, il va falloir quand même mettre du thermique dedans un petit peu au départ. Et on se rend compte que c'est aussi plus économique parce que les batteries, par exemple, pour prendre cet exemple-là, elles ne sont pas encore prêtes, elles ne sont pas encore assez légères. Dans l'aviation, il faut que tout soit le plus léger possible pour pouvoir voler. Et donc on a encore un petit peu de thermique et donc de l'hybride. Et on verra, au niveau du timing, je pense que les choses peuvent tout à coup se débloquer extrêmement rapidement, mais dans les 2-3 ans qui viennent, on en sera encore au thermique. On pourrait imaginer un avion qui décolle, admettons, avec un carburant traditionnel et qui, une fois qu'il a pris sa vitesse de croisière, continuerait à l'électrique. Oui. Ou l'inverse. Ou l'inverse. En fait, ce qui est prévu par des fabricants de eVTOL ou de drones habités, si on peut dire ça comme ça, aujourd'hui, on se rend compte que le décollage et puis l'atterrissage, c'est là que ça demande des forces les plus grandes et ça consomme énormément d'électricité et donc c'est pas rentable pour des batteries qui se videraient très très rapidement. Par contre, le vol de croisière, il demande peu d'énergie et à ce niveau-là, il peut être intéressant en électrique. D'où l'hybride, où on aurait des avions ou des eVTOL ou des semi-hélicoptères qui décolleraient au thermique, puis ensuite le vol de croisière se ferait à l'électrique. C'est pas une bonne nouvelle pour les riverains, du coup. Parce que s'ils pouvaient décoller à l'électrique, les riverains auraient beaucoup moins de nuisances. Non, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les riverains parce que ça veut dire qu'on va vraiment dans cette direction-là. Et puis même au niveau thermique, on peut voir les avions d'aujourd'hui, de la dernière génération, que ce soit les A220 ou les Neo, les Max. On voit déjà qu'ils sont 20-25% moins bruyants que la génération qui précède, qui a 20 ans d'avant. Et donc déjà là, on a fait des progrès monumentaux. Et puis mais l'hybride va résoudre le problème en vol. Et puis ça va permettre ce premier pas pour arriver ensuite à l'électrique également au décollage et à l'atterrissage. Selon vous, dans combien de temps alors cette mutation ? Alors, si on regarde aujourd'hui, les avions électriques, ils volent déjà. C'est des avions décollage, c'est des avions à 2 places. Oui, ça vole. Ouais. Donc, on peut faire du vol électrique, purement électrique. Mon vol pour aller, je sais pas, dans les plages d'Espagne ou d'Italie. Alors, ça, ce sera dans un deuxième temps. Je pense que le premier temps, ce sera des avions à 9 places qui vont faire des vols de quelques centaines de kilomètres. Et ensuite, on aura des vols qui seront les courts moyens courriers qui sont aujourd'hui opérés par des A320 ou 737 pour les plages d'Espagne, par exemple. Eh bien, ces avions-là, ce sera dans un deuxième temps. Donc, on parle d'une échéance... moi, allez, je prends un pari, j'ai moins de 10 ans.
Moins de 10 ans. Ah oui. Ah, ça fait plaisir. Dans moins de 10 ans, parce qu'on n'y croyait pas non plus. Les avions 4 places, ils arrivent déjà. Il y a des sociétés qui sont déjà en train de construire des avions 9 places et d'autres déjà en train de construire des avions 19 places. Alors, c'est des hybrides, hein, c'est pas 100% électrique. Ouais. Par contre, des 100% électriques à 9 places, ils sont déjà en construction. Donc, il suffit d'une petite avancée technologique et des batteries qui seraient tout à coup performantes et légères et pof, serait parti. Il y a beaucoup d'investisseurs dans ce domaine ? Il y a énormément d'investisseurs. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Oui, il y a énormément d'investisseurs parce qu'on sait qu'il va y avoir la révolution dans le domaine aéronautique, mais on ne sait pas encore comment et quelle révolution. Et c'est pour ça que les gros comme Airbus et Boeing, ils restent pour le moment au thermique, mais ils ont un œil extrêmement vigilant dans tout ce qui se passe dans ces petites startups qui essaient de démarrer l'aviation électrique ou hydrogène. Et dès qu'ils verront qu'une technologie, elle va percer, ben, je peux vous parier qu'ils vont mettre la main dessus et puis ils vont ensuite développer leurs propres avions. Alors, tous ceux qui sont intéressés par ces sujets peuvent vous suivre sur votre chaîne YouTube 1CTV. Exactement. C'est comme ça qu'on va vous trouver facilement. Chaque semaine, un nouveau petit film qui sort. Un petit flashback. Juin 2022, je vois votre visage pour la première fois. Vous étiez interviewé dans l'émission Forum au sujet de la pénurie du personnel en aéronautique due à la crise du Covid. Comment va ce secteur aujourd'hui ? Alors, il a essayé de recruter le plus rapidement possible. C'est vrai qu'il faut imaginer, hein, on est dans un secteur extrêmement important au niveau de l'emploi et au niveau de l'économie mondiale. Et d'un coup, il n'y a plus un avion qui vole. Et on ne sait pas quand ça va reprendre. Hein. On est dans l'incertitude totale, il y a un voile noir. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde notre personnel ? Combien de temps ? Est-ce qu'on licencie ? En Suisse, on a eu des mesures qui ont permis de garder le personnel. Ça, c'était très, très bien géré. Et donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu garder le personnel et qui ont licencié. Le problème dans l'aéronautique, c'est que c'est un secteur qui est complexe. Il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de domaines techniques et on ne peut pas juste, quand ça reprend, recruter comme ça puis dire voilà, on a de nouveau les gens qu'il faut. Et donc, le problème, c'est qu'on est encore aujourd'hui dans certains aéroports, dans certaines compagnies aériennes, en train de continuer à courir derrière le recrutement et on n'a toujours pas assez de personnel. Alors en Suisse, ça va encore. On a pu recruter justement grâce à ces mesures qui ont permis de ne pas licencier. Donc on était prêt quand ça a repris. Revenons encore un peu plus en arrière. D'où vous vient cette passion pour l'aéronautique ? Alors, c'est l'histoire de quand j'étais tout petit, avant d'aller à l'école. Mon grand-père, qui habitait pas très loin de l'aéroport, il m'amenait sur la terrasse de l'aéroport les jeudis après-midi. On avait congé le jeudi à l'époque. La terrasse qui était accessible. La terrasse accessible, oui. Dans l'ancien aéroport. Ouais. Exactement. Ouais. Quand le terminal a été un petit peu rénové, elle a été supprimée. Et heureusement, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on a de nouveau une magnifique terrasse. C'est vrai ? Oui, une magnifique terrasse sur l'aéroport. Je crois que ça fait 3 ans maintenant qu'on l'a, qui est un modèle au niveau mondial. C'est une vue panoramique sur tout l'aéroport, les Alpes, le Jura, c'est magnifique. Oui, mais il est accessible à tous ou uniquement aux voyageurs ? Non, accessible à tout le monde. Ah, mais on passe par où ? On passe par le terminal principal et on monte au-dessus du restaurant Le Chef avec l'ascenseur et on arrive directement à cette terrasse. Elle est ouverte à tous et c'est vraiment un joli objet d'avoir réouvert cette terrasse. Et donc voilà, c'est grâce à la terrasse et quand j'étais tout petit, mon grand-père qui m'amenait là-bas que j'ai commencé à me passionner par l'aviation. Cursus que vous avez fait, vous êtes né à Genève, les études à Genève, sauf la dernière année, vous avez fait un postgrad aux États-Unis. C'était en 1996, si vous me corrigez si j'ai des bêtises. Ouais. Quel postgrad vous avez fait là-bas ? C'est un certificat Business Administration. Un MBA, quoi. Un MBA, voilà, un mini MBA, comme on les appelait. C'est moins d'une année, oui. Aux États-Unis, à Berkeley, oui. Vous étiez un élève de l'école Bertrand, puis du cycle d'orientation de la Florence à Conches. Vous passez votre maturité fédérale au Collège Calvin. Dans cette période où l'on grandit, un homme vous a marqué positivement, un excellent prof du cycle, Gérard Désus. L'excellent Gérard Désus, absolument, qui nous a tous marqués dans la classe, tellement il était passionné par ce qu'il faisait, par l'enseignement, puis il nous a transmis cette passion. Il avait quel âge quand il était prof, quand il vous a enseigné ? Vous l'avez rencontré, il avait quel âge à peu près ? Alors, quand il enseignait, il nous semblait vieux, parce que nous, on était très jeunes, mais en fait, il n'était pas si vieux que ça. C'est pas ça, oui. Il devait avoir la quarantaine à cette époque-là. Ah, c'est vieux. Ouais, non, c'était
c'était déjà vieux quand on est au site. Je rigole. Ouais. Non, mais il avait finalement, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'esprit. Puis il avait l'esprit très jeune et il communiquait avec nous, il nous comprenait. Et on avait cet état d'esprit qui transmettait ses connaissances de manière passionnée et passionnante. Donc c'était votre prof principal, comme on dit. C'était notre prof principal, notre prof de classe. Ouais. Quelle branche? Français, et au début il faisait français et allemand, après il a abandonné l'allemand, mais principalement français. Excellente maîtrise du français, il m'a aussi donné goût à la langue et j'ai même enseigné un peu le français après parce que j'adore cette langue. Ça m'amène à la deuxième question. Quelle était la branche préférée et la plus redoutée et détestée au cycle? En fait, ça dépend des profs aussi. Ça dépend pas des comme profs, au collège, comme partout. Et donc, moi, j'ai toujours adoré le français et ma passion pour l'histoire et la géographie. Quels que soient les profs, d'ailleurs, je dois l'avouer. Là. Et puis, j'ai jamais eu un grand faible pour les maths. Donc, voilà, il faut faire avec. Mais je suis pas un matheux. Premier job, première expérience professionnelle, c'est le projet de création de compagnies aériennes régionales. Alors voilà, vous êtes déjà dans l'aviation à Genève, l'affaire Lemaner. Oui, Lemaner, c'était un projet de compagnie aérienne. Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il n'y avait pas encore Crossair qui opérait depuis Genève. Ah oui, c'était depuis Bâle. C'était depuis Bâle. Et donc, il n'y avait pas de vols régionaux. Il n'y avait pas EasyJet non plus, il n'y avait pas de vols régionaux sur Genève, et donc il y avait un créneau à prendre. Et donc oui, il y avait quand même ce créneau de vols régionaux pour des avions de moins de 50 places et des destinations régionales qui n'étaient pas du tout desservies pour Genève. Il faut imaginer que aujourd'hui c'est difficile à imaginer, mais pour aller à Barcelone, il fallait passer par Zurich ou Madrid depuis Genève. Ouais. Voilà. Donc il y avait ce créneau-là à prendre. Donc, Lemaner, y a pas de sous, donc ça tombe. Et surtout, il y a une histoire assez dramatique et étrange au sujet de son fondateur, Christian Valentini, qui décède lors du crash de son Piper en mai 2000 en décollant de Cloton vers Cointrin. C'est une erreur de carburant, le moteur s'arrête, défaillance de sa ceinture de sécurité. Il aurait pu survivre encore à ce crash, mais en plus, il y a cette défaillance de ceinture de sécurité. Il est mort d'un arrêt cardiaque, en fait, dû à ses blessures. Rassurez-moi, cette erreur de carburant aujourd'hui, elle n'est plus possible. Non, elle n'est pas possible. C'est un accident qui est dramatique parce que le projet, il le tenait lui-même et donc le projet est mort avec lui. Et c'est assez terrible. Aujourd'hui, dans l'aéronautique, mais comme dans beaucoup d'autres secteurs, les sécurités sont renforcées, les contrôles sont renforcés pour le pire et pour le meilleur. En termes de sécurité, c'est quand même pour le meilleur. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire ce genre d'erreur. Oui, parce que là, je l'ai dit un peu rapidement, mais en fait, il est à Zurich, il doit rentrer à Genève, il demande 100 litres pour son retour. Et puis apparemment, le bec, c'est comme ça qu'on appelle le bout de la pompe pour faire le plein. Normalement, le diamètre doit être différent en fonction de la classe de catégorie. Ouais. Et là, ça rentre quand même, c'est faux. Et donc, ça provoque cet accident au décollage alors qu'il n'a pas assez d'altitude pour se récupérer. Oui, imaginez, c'est comme si vous êtes dans votre voiture, vous mettez du diesel à la place de l'essence normale, mais simplement vous êtes en l'air. C'est ça le problème. Et vous n'êtes pas forcément en l'air. Quand vous êtes en l'air, si vous êtes très haut, eh bien, vous pouvez planer pour atterrir dans un champ. Mais là, il est au décollage qui est la phase de pilotage la plus critique. C'est à ce moment-là où on doit atteindre une vitesse pour pouvoir décoller, pour pouvoir monter. Et c'est là que le vol est dans sa phase la plus critique. Et donc, c'est un malheureux concours de circonstances, dramatique concours de circonstances. Ensuite, vous travaillez à la promotion économique du canton de Genève en charge du dossier de l'aéroport. Là aussi, vous êtes toujours dans l'aviation. Oui, entre autres, parce que un des points importants pour les conditions cadres de Genève, c'était ça l'est toujours d'ailleurs, c'est d'augmenter le nombre de longs courriers à destination de Genève. Et donc, il s'agit d'aller également trouver les compagnies aériennes dans les différents pays qui sont ciblés pour leur vendre la destination Genève et leur montrer à quel point on arrive à bien remplir l'avant de l'avion depuis Genève et que c'est extrêmement intéressant pour les compagnies aériennes. Ça, c'était à l'époque, parce que je crois qu'aujourd'hui, ils sont assez pleins, les avions, quand même.
Non, c'est toujours d'actualité, c'est toujours la même chose. Oui, c'est exactement la même chose. Genève est une destination de niche. Hein. On est un tout petit bassin de population. On a un bassin de population d'environ 1 million de personnes. OK, avec un haut revenu. Mais quand on compare avec d'autres hubs en Europe, oui, même tout proche, Zurich ou même Lyon, c'est des bassins de population qui sont 4 à 5 fois, à 6 fois plus grands que le nôtre. Par contre, ce qui nous caractérise, c'est que ici à Genève, il y a les organisations internationales, il y a les multinationales, les gens voyagent beaucoup, des revenus élevés, et donc on prend beaucoup l'avion, et on prend beaucoup l'avion à l'avant. Et c'est ça qui rapporte de l'argent aux compagnies aériennes, donc c'est ça qui est intéressant. Quand vous dites à l'avant, c'est une manière très gentille de dire la business class. La first to business, oui, first, exactement, oui. Voilà, c'est ça. C'est eux surtout qui payent le vol. Il faut un passager business équivaut à beaucoup de passagers en éco pour pouvoir rentabiliser un vol. Ensuite, vous travaillez 10 ans également en charge de l'aéroport, mais cette fois-ci depuis la CCIG. Oui, même chose, on continue le travail. Ça continue sur la même lancée, mais également là avec l'aide à l'exportation pour les entreprises genevoises. C'est pas seulement faire venir des entreprises étrangères, mais c'est aussi aider des entreprises genevoises à trouver des nouveaux marchés, à exporter, à voir là où c'est intéressant pour elles. Comment se porte Genève à ce niveau-là? Est-ce qu'elle exporte bien? À l'époque ou aujourd'hui? Aujourd'hui, disons. Aujourd'hui, Genève est une économie exportatrice. France sur 2 à l'étranger, voire plus, parce que ça c'est au niveau suisse. Donc c'est une économie qui est exportatrice. On sait qu'on a une économie qui est caractérisée par l'horlogerie de luxe, qui est caractérisée par la finance internationale et par le négoce international de matières premières. Donc tout ça, c'est des secteurs qui sont, par définition, des secteurs internationaux. Mais on n'a pas d'industrie, on exporte quoi? Du service, du trading? Enfin, je comprends pas très bien ce qu'on exporte en fait. Alors, on exporte... À part les produits de luxe, les montres, oui, c'est déjà beaucoup d'exportation. Oui, c'est déjà beaucoup, c'est vrai. Et puis... Mais est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on a c'est pas que Genève, c'est toute la région. Dans le canton de Vaud, il y a beaucoup d'industries de niche qui produisent des machines de niche qui sont ensuite exportées, et c'est du cargo. Et on oublie souvent dans l'aéronautique qu'il suffit pas de remplir les sièges passagers, mais également la soute avec du cargo, et ça peut être extrêmement intéressant. C'est-à-dire des compagnies aériennes qui ont continué à voler pendant l'horrible période du Covid grâce au cargo, et qui ont pu remplir en fait les avions de cargo. Et certains vols au départ de Genève marchent très très bien, notamment grâce au cargo. Ensuite, promotion économique de la commune de Meyrin. Oui. Meyrin, on reste. Meyrin se porte plutôt bien. Oui, Meyrin est c'est la plus grande. On appelle ça écoparc ou zone industrielle de Genève, Meyrin-Satigny-Vernier. Oui, qu'on appelle. La Zimesa vert. Oui, la Zimesa, voilà. Avec l'association Lazipro. Exactement. Qui représente. Les intérêts. D'ailleurs, juste à côté d'ici, c'est vraiment. Oui, non, mais je les connais. On est dedans presque peut-être. Bah, je suis membre. Et voilà. Alors on est en plein. Je salue d'ailleurs. Je salue les membres de Lazipro. Voilà, qui font un super boulot. On essayait notamment de mutualiser certaines ressources, d'optimiser les transports au sein de la zone industrielle, au sein de cet écoparc d'entreprise. Et c'est un travail de tous les instants. C'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des espaces disponibles pour implanter des entreprises, de l'industrie. Et c'est ce qui fait la caractéristique aussi, on parlait là, il y a quelques minutes, du tissu industriel genevois. Le fait d'avoir gardé ces grandes zones industrielles ou écoparcs, Meyrin-Satigny-Vernier, la Zimesa vert ou la Ziplo à Plan-les-Ouates, ça a permis à des industries de s'implanter ici sur le canton à des prix tout à fait acceptables. Parce que si on avait laissé ces terrains au prix du marché, non, il n'y avait plus d'industrie sur Genève. Donc, extrêmement intéressant d'avoir été assez strict, pas de shopping mall ou autre dans ces terrains. Alors maintenant, on a un tout petit peu une politique un tout petit peu plus souple pour faire vivre en fait ces zones industrielles. Surtout que Plan-les-Ouates se développe toujours avec un nouveau quartier. Il faudra bien installer de nouveaux commerces, mais disons que ça reste cohérent comme évolution. Tout à fait. Et je pense que là, on a fait une très bonne politique. Pour revenir un petit peu à votre chaîne YouTube, 1CTV. Oui, 1CTV. Ouais. J'étais particulièrement intrigué par votre sujet sur le plus grand avion du monde qui est en phase de construction et qui devrait transporter les giga-éoliennes, des éléments de 100 mètres et capable d'atterrir sur des pistes de fortune à 1800 mètres du champ d'éoliennes.
Là, par exemple, en Suisse, c'est inimaginable. Enfin, vu notre topographie, je vois mal un avion arriver proposer nos éoliennes. Mais plus sérieusement, est-ce que c'est prévu pour le désert Alors, il faut à quoi imaginer. va servir ce... Et il n'est quand même pas construit juste pour ça. Alors, ce qui est amusant dans le monde aéronautique, c'est que c'est un monde qui continue à faire rêver et qui continue à avoir des pionniers dans tous les domaines, comme du temps des frères Dufaux à Genève ou des frères Wright aux États-Unis. Alors, juste, revenez sur les frères Dufaux. Oui. Qui sont-ils ? Des constructeurs de vélos. Et des constructeurs de vélos, et puis à l'époque, au début du siècle passé, on se dit, ok, mais pourquoi on voit qu'ailleurs, on commence à construire des machines volantes. Et les frères Dufaux, c'est les premiers en Suisse, ils ont leur fabrique de vélos, puis ils se disent, mais on va un peu faire un vélo élaboré avec des ailes, un moteur devant, et puis on va s'envoler. Et ça a eu du succès. En tout cas, ils ont construit, c'était les premiers en Suisse à construire des avions. Des vélos avec des ailes. Des vélos avec des ailes qui volaient vraiment. J'ai vu ça dans des films en noir et blanc. Et qui décollaient de Plan-les-Ouates. Il y a toujours la place de l'aviation à Plan-les-Ouates, parce que c'était de là-bas qui décollait. Et puis, c'est le premier constructeur aéronautique en Suisse, les frères Dufaux. Ouais. On voit que vous êtes prof de français et d'histoire géo. Merci pour ce petit cours. Ah, mais avec plaisir. Oui, mais j'adore partager parce qu'on construit l'actualité grâce aussi aux histoires passées. Absolument. Doivent nous inspirer en tout cas. Revenons à ce gros giga transporteur. Voilà, donc je disais l'esprit des pionniers, l'esprit fou, on a des projets incroyables et imaginons, on veut construire, alors on ne parle pas de la Suisse, on parle des grands espaces américains dans les grandes plaines ou en Australie dans les grandes plaines et puis on imagine des éoliennes géantes. Le problème, c'est comment est-ce qu'on amène ces éoliennes géantes là où elles vont commencer on ne peut pas les amener en hélicoptère parce que c'est trop lourd. Et donc, il y a eu l'idée de construire un avion spécifiquement pour transporter ces éoliennes, qui serait le plus gros avion du monde, en effet. Il dépasserait l'envergure de l'Antonov. De l'Antonov 225, qui n'existe plus malheureusement, puisqu'il a été brûlé dans le hangar quand il y a eu l'invasion russe. Mais il y a encore des Antonov 124 qui sont aujourd'hui les plus gros avions du monde, et il en reste 4 ou 5 exemplaires. Et là, on veut faire encore plus grand. Bon, ça fait sens. Là-bas, ils ont l'espace, etc. Oui. Après, je me dis, mais le coût de développement d'un avion comme ça, ce qui pourrait être amorti. Vous qui êtes justement conseiller en aéronautique, est-ce que je dois acheter des actions de cette boîte ? Je vous avoue que moi-même, je ne mettrai pas un centime là-dedans, je n'y crois pas une seule seconde. Mais c'est aussi intéressant quand on regarde tous les projets qui se développent, de voir qu'il y en a certains qui sont un peu utopiques. Et ça, c'en est un, très clairement. Parmi moult sujets que vous avez publiés, est-ce qu'il y en a un qui vous plaît particulièrement, qui vous passionne le plus ? Un sujet qui me passionne, c'est le sujet de la Suisse et du projet H55 en Valais. C'est quoi ? C'est un projet en fait de batteries qui sont dédiées à l'aéronautique. C'est André Borschberg qui est à l'initiative de ça, donc celui qui a fait le tour du monde avec Picard dans l'avion solaire. Aujourd'hui, il a sa société H55 qui développe des batteries électriques pour les avions et qui fait voler aujourd'hui des avions électriques à écolage avec ces batteries, qui va faire voler très prochainement un avion 4 places et qui a conclu un contrat avec Bombardier au Canada pour construire des batteries pour ces futurs avions régionaux électriques qui pourront transporter entre 19 et 29 passagers. Sacrée avancée, ça. Mais c'est extraordinaire. Et on voit qu'en Suisse, on peut être aussi à la pointe de domaines aéronautiques comme le futur de la propulsion verte de l'aviation. Dans l'aviation, qu'est-ce qui serait une super top bonne nouvelle, là, tout de suite, si on avait un coup de baguette magique ? Alors, le principal problème de l'aviation, c'est les nuisances qu'elle génère. Et je dirais que le principal problème avant les histoires de pollution, parce que n'oublions pas qu'on est à 2,5% des émissions globales, ce qui n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus ce qui va changer le monde si on arrête l'aviation. Donc, ce qui dérange beaucoup, c'est le bruit. L'aviation est bruyante. Donc, si j'ai une baguette magique, moi, je rends d'abord les avions silencieux. Voilà. Et donc, les propulsions électriques, si vous avez déjà vu, mais pas entendu, parce qu'on ne l'entend pas, voler les avions décollage électrique, eh bien, c'est assez impressionnant, parce qu'on ne les voit pas, on ne les entend pas, pardon. Peut-être le bruissement du vent.
Le bruissement du vent, tel un planeur, voilà. Donc, finalement, le bruissement du vent, c'est pas un bruit qui va déranger. Bah pour revenir sur votre rêve et votre vœu, quelque part, si je pousse le « et si les avions seraient plus du tout bruyants, donc électriques, mais qu'en plus, ils nettoieraient l'atmosphère à chaque fois qu'ils volent ». Ah ben voilà un projet pour une future émission de ma chaîne. Oui, mais on peut tout imaginer. Après, le problème, c'est que pour voler, on a besoin d'énergie. Et pour produire de l'énergie, on a besoin de consommer quelque chose. Donc, tout pourrait être possible. Des avions équipés de filtres qui ramassent un peu le ciel, un peu la crasse qu'on a laissé traîner. On peut peut-être le faire on le fait déjà avec des bateaux, peut-être avec des voies terrestres. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le domaine aéronautique, c'est le domaine qui a fait le plus de progrès en termes d'émissions de tous les secteurs confondus. Depuis dans ces 50 dernières années. Si vous prenez un modèle d'avion d'il y a 50 ans et un d'aujourd'hui, vous avez une progression qui est juste incroyable. Je crois que c'est plus que 60% de progression en termes de bruit et de pollution. Et dans aucun autre secteur industriel, vous avez une telle progression. Donc ne sous-estimons pas les progrès que peut faire l'aéronautique et la vitesse à laquelle ils peuvent arriver. On va quitter les airs pour revenir sur Terre et parler politique. Votation. Bien qu'en politique, on fasse souvent des envolées lyriques. Ça, c'est dans les débats. Oui. Dans les débats. On va parler un tout petit peu de politique. On va parler de ces fameuses votations qui auront lieu le 22 septembre. Septembre. 22 septembre. Ouais. Donc, je vais sur le site du PLR Genève et je vois les recommandations de vote. Alors, vous... J'espère que je suis d'accord. Oui, j'espère aussi. Donc, je consulte la page de recommandation du site de votre parti, le PLR, et on commence par le oui pour une prévoyance professionnelle renforcée, notamment pour les emplois à temps partiel. Ah. Je résume. On augmente la cotisation chez les jeunes ou les temps partiels sans descendre la part des seniors. Or, la discrimination à l'embauche des seniors, on dit que c'est à cause de la cherté de la LPP. Alors en fait, ça avantage qui ? Oui, en fait, ça va avantager, cette réforme, elle avantage les femmes et ceux qui ont un petit revenu. Et si vous voulez, pour moi, la base de ce vote-là, parce que c'est très complexe, on peut en parler pendant une demi-heure. On va essayer de faire court, on va faire très court. Ouais. Pour moi, la base et on le voit, c'est que personne n'est vraiment content avec cette réforme. Et donc, on va dire que c'est l'illustration du parfait compromis helvétique. On a essayé de prendre un petit peu par-ci et par-là. Il y a des inputs qui viennent de la droite, certains de la gauche. On a contenté certaines revendications qui viennent de droite, certaines qui viennent de gauche. Et on se retrouve là avec un compromis. Qui est un compromis parfaitement helvétique où on essaie de trouver un équilibre. Parce que la politique suisse, c'est la politique des équilibres. Entendu. Voilà. À part ça, on passerait de 6,8 à 6 le taux de... Oui. Ça me pique un peu quand même. Ça pique tout le monde, mais ça permet de faire perdurer dans le temps c'est notre système. Vous y croyez toujours à notre espérance de vie qui ne cesse d'augmenter ? Oui. Mais en tout cas, elle continue. Elle continue à augmenter. Donc, comme c'est un sujet plutôt long et complexe, on va en rester là sur cette question. Et comme notre vie va continuer à augmenter, on aura le temps d'en reparler. Oui, j'espère. Voilà. Non à l'initiative biodiversité. Alors oui, c'est vrai, c'est un petit souci. Ce que vous défendez, ça s'entend, c'est qu'en fait, on va piquer un peu dans des terres qui seraient cultivables, donc on va perdre en productivité. Et quelque part, on va importer ce qui nous manque, vu que, d'après ce que j'ai vu aux informations, là, la date de l'enregistrement, c'est le 11 juillet. Depuis quelques jours, on vit de nos importations, mais pas de ce qu'on a produit ici pour manger. Oui, mais de nouveau, souvent, les initiatives partent d'une bonne intention, et puis en fait, quand on regarde, si on veut les mettre en pratique, on se rend compte que les effets, ils sont très indésirables, et puis ils sont pas forcément ceux qu'on attendait. Et là, on le voit, et c'est pas pour rien que le monde agricole, il est aux abois, parce que pour lui, ce serait une énorme épine dans le pied, et puis pour la production suisse. Donc finalement, on veut préserver la nature, mais on devrait importer énormément de produits de l'étranger par la suite, donc non, pas de ça. Ok.
Le PLR Genève recommande de voter imposition allégée de l'outil de travail des entrepreneuses et entrepreneurs actionnaires ayant une SA. Je me dis, mais une société n'est pas censée faire du bénéfice, donc où est le problème ? En fait, ici, vous avez... à Genève, prenons le problème de manière globale. À Genève, on a un des taux d'imposition les plus élevés de Suisse. Et donc, sur le bénéfice des sociétés ou on parle des actions ? Pour à peu près tout. Et donc, l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, on est dans une conjoncture favorable et donc, il faut qu'on redonne l'argent à ceux qui le produisent, il faut qu'on rende la liberté aux citoyens et donc, on allège la fiscalité de manière générale et on voit que chaque fois qu'on l'a fait, et c'est ça qui est super important, chaque fois qu'on l'a fait, les rentrées fiscales ont augmenté et donc, ça signifie qu'on devient plus attractif et donc que les entreprises sont plus profitables et donc rapportent plus à l'État et permettent donc une politique sociale plus généreuse. On augmente l'assiette, quoi. Oui. En gros. Formation des enseignants du primaire en 3 ans. Bah oui, la HEP, c'est en 3 ans. Et il y avait une HEP à Genève. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on est en train de parler de ça au lieu de revenir simplement à une HEP ? Mais en fait, on se rend compte que aujourd'hui, on est le seul canton de Suisse romande qui offre une formation de 4 ans. Tous les autres, c'est en 3 ans. Alors, résultat des courses, tous les jeunes qui veulent se former à ce magnifique métier, eh bien, ils se précipitent à Lausanne ou dans d'autres cantons pour le faire en 3 ans et pas en 4 ans. Et aujourd'hui, donc, la proposition, c'est de revenir à une formation en 3 ans. Et puis comme ça, on pourra ramener finalement la formation à Genève qui disparaît parce qu'il y a de moins en moins de jeunes enseignants qui veulent se former sur Genève. Donc on garde finalement l'outil de formation ici plutôt que de le voir partir dans d'autres cantons. Pour terminer, parlons du marché du travail. Quelles sont les perspectives pour les jeunes dans l'aéronautique ? Alors déjà, le secteur aéronautique recrute à fond. Donc tous les jeunes qui cherchent un travail, qui pensent que est-ce que je vais dans l'aéronautique ou pas, et allez-y, c'est un secteur qui est énorme, plein d'avenir. Vous allez trouver des débouchés incroyables. Mais rien que le fait les compagnies cherchent des dizaines de milliers de pilotes. Donc, si vous êtes intéressé à devenir pilote, c'est un métier qui fait toujours rêver. Mais ça paye encore ? Ça paye encore, oui, bien sûr, ça paye. Que ce soit des... En fait, vous avez 2 modèles. Vous avez les modèles d'ancienneté des compagnies traditionnelles où au début, les salaires sont faibles. Et puis, si vous restez longtemps dans la compagnie, vous devenez capitaine. Et puis, vous faites du long courrier. Et là, vous gagnez très bien votre vie. Et puis, il y a d'autres modèles. C'est souvent les modèles à bas coût où le salaire, il est fixe. Donc, quand vous commencez, quand vous finissez, c'est le même salaire. Et il est moyen. Donc, en général, et ceux qui ne veulent pas faire de long courrier, qui veulent rentrer tous les soirs à la maison, ben, ils préfèrent cette optique-là. Puis ceux qui veulent une évolution de leur carrière, ils vont prendre les compagnies traditionnelles. Et puis après, il y a encore l'aviation d'affaires, qui est un autre modèle où on a des horaires qui sont irréguliers. On a de ça de toute façon. Mais on a des destinations qui sont complètement différentes d'un jour à l'autre et on n'a pas finalement on n'est pas dans le vol de ligne. Donc voilà, il y a plein de métiers. Rien que vous voyez, on a parlé de pilote, puis encore les hélicoptères. Donc, on a parlé, rien que dans le métier de pilote, il y a une palette de différents métiers qui existent et des différentes options qui peuvent se présenter, qui sont ouvertes à tous les jeunes. Alors, la prochaine fois qu'on se rencontrera, on parlera un peu des filières, des cursus pour les différents métiers autour de l'aéronautique. Ça vous dit, on prépare ça ? Avec volontiers. Là, on n'en a parlé que d'un. On a parlé de pilote parce que c'est le plus emblématique, mais on parle toujours de 1000 métiers pour un avion. Alors, on peut en faire plusieurs podcasts, là. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Philippe Meyer. Mais avec plaisir.